qu'est-ce qui pousse vraiment ces jeunes à vouloir choisir, n'est-ce pas, de partir tout en sachant qu'ils peuvent perdre leur vie. Et pourquoi, effectivement, quel discours est-ce qu'il faut essayer de donner? L'importance, je dirais même, de la vision de nos jeunes qui prennent la mer ou bien qui sont en train quand même de braver. Parce qu'il n'y a pas uniquement la mer, hein, il y a aussi le désert. Hein, et je pense même que le désert, c'est encore beaucoup plus grave. Je me souviens avoir discuté avec l'ex-consul du Sénégal au Niger et qui me disait que est-ce que tu sais qu'il y a plus de morts dans le désert que dans la mer? Parce que dans le désert, après 24 heures, vous êtes recouvert par le sable. Hein, et il y a énormément de jeunes que leurs parents pensent peut-être qu'ils sont encore en route ou bien ils sont en Europe ou quelque chose comme ça, mais en fait, ils sont déjà décédés. Donc, pour revenir un peu à ta question, je pense que c'est une question très complexe parce qu'il y a d'abord les soubassements. Qu'est-ce qui pousse vraiment ces jeunes à vouloir choisir, n'est-ce pas, de partir tout en sachant qu'ils peuvent perdre leur vie? Et pourquoi, effectivement, quel discours est-ce qu'il faut essayer de donner? Moi j'ai toujours situé le problème à 3 niveaux. Je pense que le premier niveau, c'est que nous avons un problème d'information. Avoir la vraie information. Est-ce que nos jeunes sont vraiment informés? Et informés du danger? Effectivement, non, informés de tout. Pas seulement du danger, mais de tout. C'est-à-dire, quand je dis du danger, l'information, c'est au commencement et à la fin. Hein. C'est-à-dire qu'au départ, nous avons toujours pensé que pour réussir, il faut partir de l'autre côté. Et ça, c'est très ancré dans nos mentalités. C'est pas uniquement nos jeunes, je pense que c'est juste même dans nos élites. Hein. Oui. On a toujours pensé que de l'autre côté, c'est mieux. Les anciens sont partis. Voilà, tout le monde est parti et on a toujours pensé que là-bas, c'est mieux. Là-bas, on va gagner de l'argent. Là-bas, on va trouver du travail. Et qu'ici, il n'y a rien. Mais est-ce que, je ne t'interromps pas, avant, tout le monde partait. Mais est-ce qu'il partait de la même façon qu'aujourd'hui? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est ça la grosse différence finalement qui se pose. Non, d'abord, c'était même pas le même contexte, disons. Oui. Parce que si tu reviens en arrière, l'histoire de l'immigration du Sénégal, il faut savoir tout simplement que l'immigration a toujours existé. Oui. Et il continue à exister jusqu'à la fin des temps, ça c'est évident. C'est-à-dire, l'idée, ce n'est pas de dire aux jeunes, ne partez pas. Non, c'est pas ça du tout. Parce que, évidemment, il faut que les gens partent. D'ailleurs, mais partir avec un projet de vie, c'est un peu ça la différence. C'est-à-dire qu'avant, les gens partaient parce qu'il y avait un contexte qui poussait à partir. N'oubliez pas que après l'affaire des années 70 et au début des années 80, le Sénégal a subi une sécheresse assez terrible. Qui a poussé quand même à beaucoup d'entreprises à fermer, qui a poussé à une exode rurale extraordinaire, ce qui a poussé l'ancien président Abdou Diouf, à ouvrir les frontières. Parce qu'avant, pour sortir du pays, il faut avoir l'autorisation de sortie, il faut avoir un visa de sortie. Avant, pour aller en France ou en Italie, on n'avait pas besoin de visa. Mais pour sortir du Sénégal, tu avais besoin d'un visa. Et c'est le président Diouf qui a fait sauter cette autorisation de sortie pour permettre à beaucoup de Sénégalais de sortir et d'aller chercher la richesse ailleurs. Donc maintenant, les temps ont pensé. Depuis le début des années 2000, il faut savoir que l'Europe s'est beaucoup réorganisée et aujourd'hui, il y a l'Union européenne avec beaucoup de pays de l'Est de l'Europe qui ont rejoint ce groupe. Ceci a fait que l'immigration n'est plus ce qu'elle était comme avant. C'est-à-dire les Africains, ce dont elles bénéficiaient avant, ils ne peuvent plus en bénéficier parce qu'aujourd'hui, ils ont de la concurrence. C'est-à-dire les jeunes qui viennent de l'Est font des travaux que les jeunes Africains faisaient ailleurs. Donc du coup, l'immigration est devenue difficile. Il y a eu des changements de monnaie, il y a eu les crises économiques. Bref, l'immigration n'est plus ce qu'elle était comme avant. Donc le contexte a beaucoup changé. Et entre-temps, l'Afrique aussi a évolué, il faut dire la vérité. C'est-à-dire que nous sommes le seul continent qui, au bout de ces dernières années, on a quand même eu un taux de croissance de pratiquement positif durant pratiquement plus de 25 ans en Afrique. Et ça, c'est un peu ce qui fait la différence. C'est-à-dire, je parlais tout à l'heure d'information. L'information, c'est de faire comprendre à ces jeunes que voyager ne veut pas dire réussir. On peut voyager, réussir certes, mais on peut voyager et ne pas réussir. Absolument. Rester au pays ne veut pas dire échouer. Parce qu'il y a énormément de personnes qui sont restées ici et qui
ils ont quand même pas mal réussi leur vie. Donc, et c'est ces informations, et d'autant plus qu'aujourd'hui, l'Afrique offre plus d'opportunités que l'Europe. Et ça aussi, c'est une information qu'il faut donner à ces jeunes. Je pense personnellement, et ça c'est ma profonde conviction, je pense que l'Afrique offre plus d'opportunités que n'importe quel autre continent dans ce monde-là. Aujourd'hui, l'Afrique, il y a des terres immenses, inexploitées. Nous avons des richesses minières et énergétiques, et nous avons une population la plus jeune du monde. Donc, nous avons tout ce que les autres nous envient. Donc, réussir en Afrique est aujourd'hui beaucoup plus facile que réussir en Europe ou ailleurs. Et ça, effectivement, c'est un état d'esprit. On peut en débattre, bien sûr. Hein. Oui. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème ou bien qu'il n'y a pas de difficulté chez nous. Mais il est évident que faire passer cette information pourra, déjà, parce que les gens parlent toujours de sensibilisation. Moi, je dis toujours qu'il faut arrêter de sensibiliser parce que les jeunes ne sont plus sensibles à la sensibilisation. Non. On les sensibilise, ça les empêche pas. Ils veulent plus. Voilà, ça ne les empêche pas de prendre. Mais il faut les informer sur les réalités. Mais il ne faut pas s'arrêter à informer. Après l'information, il faudra aussi former. Il faut former, Oui, il faut former. et poser les actes. Ah oui, il faut former, il faut informer, il faut former. Et former, il ne faut pas dire seulement en formation de métier, parce que, quoi qu'on puisse dire aussi en matière même de métier et de connaissances, aujourd'hui, l'Afrique regorge d'experts dans tous les domaines. Dans tous les secteurs, nous avons des experts, nous avons des personnes. Je prends l'exemple du Sénégal, mais vous allez aux États-Unis, vous allez dans n'importe quelle université américaine, vous trouverez un Sénégalais qui est professeur là-bas. Je ne parle pas de la France ou dans les autres pays. Non, aux États-Unis carrément, dans les grandes universités. Voilà, nous avons des experts et nous avons des têtes dans n'importe quel secteur de ce monde. Donc, ce n'est pas donc une question de formation uniquement des métiers, mais aussi une formation, comme tu viens de le dire, mentale. Hein. Il faudrait qu'on change un peu de mentalité. Il faudrait qu'on accepte de sortir un truc. Mais voilà. Effectivement, il faut qu'on se défaite un peu de cette mentalité de vaincu. C'est-à-dire que cette autonégation que nous avons de nous-mêmes, à penser que tous les malheurs viennent d'ici. Man fog ma yor, fog ma dem, parce que fi dara amu fi. C'est pas vrai. Il faut qu'on arrête ce discours-là déjà. Ça, c'est important. Et ça, c'est d'abord faire, comme j'ai l'habitude de dire. C'est un travail sur soi pour accepter, pour arriver à ce niveau-là. Mais absolument, oui. Absolument. Il est important aujourd'hui comme j'ai l'habitude de dire, de désinstaller ces logiciels que nous avons installés dans nos têtes. Parce que c'est des logiciels. C'est des logiciels qui nous disent que c'est pas possible ici. Tu ne réussiras pas ici. Et ces logiciels-là, il faut les désinstaller. Et ce n'est pas uniquement aux jeunes de le faire. Hein. Je pense qu'il faut le faire même au plus haut niveau, hein. Même dans nos élites, parce que nos élites aussi se comportent de la même façon. Hein. Quand ils partent pour faire leurs vacances, ils vont aller le faire là-bas. Donc, ce n'est pas interdit, certes. Mais il faut voir que même pour les élites, l'Occident demeure quand même un mythe. Et il faut c'est ce mythe-là qu'il faut casser. Il faut déconstruire ce mythe de l'Occident. Pourtant, moi, je me dis que dans le regard de l'Occident, l'Afrique est un mythe. Mais absolument. Dans toute sa globalité, sa richesse, ses richesses, sa beauté. Et l'Afrique reste le diamant brut, mais le plus gros diamant au monde. Mais s'il y avait, on peut même décrire notre continent du plus beau bijou et qui pourrait faire vivre le reste du monde. On le sait, mais c'est comme tu dis, il faut désinstaller cette application qui a déjà fait son temps, qui a bugué, qui nous lobotomise pour pouvoir aller de loin. Maintenant, ce qu'il nous faut, on écoute une chanson, par exemple, celle qui dit Gumna Teki qui sama réew. Et c'est Carlou D que je te propose d'écouter avec le groupe Mabo, justement, et faire un coucou à Stella L'Étoile et Lawrence, qui était là face à moi il y a quelque temps pour son duo avec Kan Diallo. Justement, on va écouter ce titre-là. Elle dit ce monsieur parle d'une chose très importante. Chaque personne a sa personnalité et surtout, des fois, nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. C'est vrai. C'est justement ça qui fait que coach Camara, il est là avec nous et nos capacités, il faut les mettre en valeur. Merci Sadio Ba, merci Mam Gourniaï. Merci de nous suivre sur la page Facebook de Vibe Radio. Nous sommes en direct et nous parlons avec le coach Camara, parler avec le biais de l'OIM, notre partenaire, parler de cette gangrène, on devra dire, l'immigration irrégulière, clandestine, qui nous a pris tellement de vie qu'il faut dire stop. On dit stop. On dit stop. Stop à la mort. Stop au suicide. Stop au suicide et stop à disons, ce que j'appelle cette impuissance qu'on nous a appris.
Parce qu'on nous a appris à être comme impuissants. Il faudrait nous apprendre à être plus puissants. On fait une auto-rééducation de nos capacités. Absolument. Et ce que tu viens de dire est très important, hein, parce qu'en réalité, c'est ça le paradoxe. Aujourd'hui, tout le monde se rue vers l'Afrique. Tandis que nous prenons des pirogues pour aller de l'autre côté. Et c'est ça un peu le paradoxe. Il y a les Chinois, les Américains, les Français, tout le monde veut venir ici. Moi, je me dis simplement que de l'autre côté, ils n'ont plus de ressources. Mais ils n'ont plus rien. Tout a été bousillé. Non, ils ont atteint un niveau, disons, de développement à telle enseigne qu'aujourd'hui, effectivement, c'est comme si tu mettais de l'eau dans un seau. À un moment donné, le seau est plein. Donc, tu ne peux plus mettre de l'eau. Il faut enlever de l'eau pour remettre de l'eau. Absolument. C'est ce qui arrive. Mais l'Afrique, comme je viens de te le dire, recoche encore. Nous sommes un immense continent. Parce que du point de vue superficie... Ne dit-on pas que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Oui, mais pas uniquement le berceau, c'est aussi le grenier de l'humanité. La source nourricière. La source nourricière de l'humanité. Donc nous avons des terres immenses, nous avons les richesses minières et énergétiques. Et le plus important, c'est encore la jeunesse de notre population. En 2050, l'Afrique aura 2,5 milliards d'habitants. Là où l'Europe n'aura que 500 millions d'habitants. Donc ça fait réfléchir. Mais il faudrait, et c'est ça, c'est très important, il faudrait que nos 2,5 milliards d'habitants qu'on aura en 2050 ne soient pas uniquement des consommateurs, ne soient pas uniquement des personnes qui vont aller chercher la vie ou bien la réussite ailleurs. Il faut que ces jeunes-là restent chez nous, en tout cas l'écrasante majorité, et soient productifs. C'est ça qui fera que l'Afrique sera demain le futur du monde. Dans ce cas, il y aura une base fondamentale qui est l'éducation. L'école nécessite justement, pour cette jeunesse-là, elle est nécessaire. Si on n'apprend pas, on ne saura pas. Et pour apprendre, pour tenir à bras-le-corps toute une nation, il faut de l'instruction. Il faut de l'instruction, il faut de la formation, il faut de l'éducation et surtout de la formation. Beaucoup de formation. Je pense que c'est très important que l'on puisse former nos jeunes, les préparer à la vie, n'est-ce pas, de demain, et les former aux nouveaux métiers, les former à tous. Pas uniquement, parce qu'aujourd'hui, effectivement, ce qui est intéressant à travers le débat qu'on a aujourd'hui, c'est de comprendre que c'est pas uniquement des jeunes dans les villes ou quelque chose comme ça, c'est dans les coins les plus reculés du pays. Et moi qui ai l'occasion aujourd'hui quand même de temps en temps de voyager à l'intérieur du pays, je me rends compte qu'il y a des choses quand même qui bougent un peu et qu'il y a des jeunes qui sont je donne toujours cette anecdote parce que j'ai voyagé ces dernières années très souvent dans la région de Kolda et j'avais vu des jeunes très dégourdis. J'avais vu des jeunes qui avaient très envie de faire des choses et ils avaient des modèles. C'est pour ça aujourd'hui, par exemple, je donne un exemple. Vous prenez l'équipe nationale de football du Sénégal, il y a énormément de personnes qui viennent du sud du Sénégal. Oui. C'est pas anodin, hein? Non, c'est pas anodin. Parce que c'est des jeunes qui en veulent et qui veulent faire des choses. Et ils ont la rage de vaincre. Voilà, je dis toujours quand je rencontre des jeunes de Kolda, je dis, vous n'avez pas besoin d'aller chercher des modèles un peu ailleurs. Chez vous, il y a des modèles. Prenez un Sadio Mané. C'est un modèle, c'est un jeune qui vient d'un village que personne ne connaissait, qui s'appelle Bambali et qu'aujourd'hui qui est célèbre à travers le monde. C'est un jeune qui n'avait rien qui lui prédestinait aujourd'hui ce qu'il est. Et aujourd'hui, on le cite à travers les meilleurs du monde. Et si lui peut le faire, c'est-à-dire... Il y a Crépin, il y a la nouvelle génération, l'ancienne génération, ils ont fait connaître. Aujourd'hui, c'est les meilleurs touristes, c'est les meilleurs plutôt porteurs de voix pour que le tourisme gagne à davantage du terrain, mais encore faudrait-il le faire dans les normes. Coach Caro, on parlait justement sauf ce ñuy wax bay ko mu doon njëriñ andi suffisance alimentaire. Napp gaa ngi fi léegi de plus en plus ngay gis ni ñaa ngi ñu ngi fi napp. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes concernant la pêche, les autorisations, les permis en tout cas, mais surtout la sécurité de nos pêcheurs. Et évidemment, les licences de pêche à gauche, à droite, on laisse ça à côté, on en parlera. Mais ce qui est important aujourd'hui, on dit que la jeunesse a du travail. Parce que mondialisation, tous les autres pays européens qu'on voit, l'Occident qui se développe, la base, c'est l'agriculture, c'est l'élevage. Pourquoi chez nous, on réchigne justement à ces métiers-là? Très nobles, ceci dit, parce que ça remplit nos greniers. Mais je viens de le dire, la formation, pas uniquement la formation des métiers, mais la formation de notre mentalité.
Pour accepter cette acceptation-là. Voilà, il faut accepter déjà qu'il est possible de faire les choses, ces choix, au lieu de penser toujours à vouloir le faire ailleurs. Parce que, je viens de le dire, hein, nous avons des kilomètres et des kilomètres de plages, nous avons des kilomètres et des kilomètres de cours d'eau, nous avons des terres qui sont quand même très fertiles, oui. Pour ne pas dire. Nous avons du soleil. Je pense que le Sénégal fait partie des pays les plus ensoleillés au monde. Nous avons plus de 3000 heures de soleil par an. Et donc, nous avons pratiquement tout. Nous avons de la jeunesse encore, et je répète toujours ça. Des bras forts. Nous avons des bras forts, c'est-à-dire que aller vers ces opportunités-là qui existent pour ces jeunes. Mais on n'est pas encore conscient, c'est-à-dire qu'on nous a appris à ne pas être conscient qu'il y a ces opportunités-là et qu'il faut venir les prendre. Et ça, c'est pas uniquement de notre faute, hein. C'est pas la faute des jeunes. Ça remonte à longtemps. C'est-à-dire que depuis le passage des colons, on nous a toujours appris que pour faire les choses, il faut les autres. C'est-à-dire qu'il faut aller là-bas pour réussir. Et voilà. Et quand vous voyez, c'est-à-dire que, prenez un exemple, Nadia, et qui est très simple. Est-ce que vous avez déjà vu dans ce pays, ou bien dans d'autres pays même africains, un Occident, ou bien un Chinois, ou bien un Américain, un Indien, qui est dans une situation précaire ici dans notre pays? Est-ce que tu l'as déjà vu? C'est très rare. C'est très rare. Si jamais ça arrive, les ambassades concernées c'est excessivement rare. Pourtant, il y a énormément de nos compatriotes qui sont dans des situations très précaires en Occident. Mais comment se fait-il que ces gens-là qui arrivent chez nous, l'Afrique est le seul continent où les gens arrivent et font richesse? Est-ce que vous vous rendez ça compte? Donc, c'est exactement ça la différence. C'est-à-dire que les gens arrivent parfois à minuit, rien du tout. Ils arrivent à faire des choses. Juste une valise. Ils arrivent à faire des choses. C'est-à-dire que c'est un peu comme si nous n'étions pas adaptés à notre situation. Et puis là, je donne par exemple mon propre exemple. Hein. Moi, j'ai vécu en Europe quelques années et à un moment donné, j'ai décidé de revenir dans ce pays. Quand je revenais, je n'avais même pas énormément d'argent. Hein. Je suis rentré avec 4 000 €. C'était très peu comme argent. Mais malgré le fait que j'avais un travail à Milan, un contrat à durée indéterminée. Ce qui était très rare, très difficile d'ailleurs. Je travaillais à l'Université catholique de Milan, à la résidence universitaire, et j'avais un contrat à durée déterminée. J'ai décidé un jour de démissionner de mon travail et de revenir au Sénégal. Mais j'ai entendu n'importe quoi, j'ai entendu du tout. Mes compatriotes qui étaient sur place, qui m'ont toujours déconseillé de le faire. Beaucoup de gens me disaient que vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. Vous ne savez pas ce que vous faites. Il est devenu fou. Ils n'avaient pas compris le rêve qu'il y avait à l'intérieur de la tête. Ils pensaient que même, il y en a même qui me disent qu'il est une collègue. J'ai été marabouté. Parce qu'en réalité, les gens pensent toujours que pour réussir, il faut être allé là-bas. Et on ne peut pas le faire chez nous. C'était un défi, certes. Je mesure encore. Qui tout double. Voilà, je mesure encore l'importance de cette décision. C'est d'ailleurs l'objet du livre que j'ai écrit qui s'appelle Oser le retour. Justement, qui est paru sous les couleurs d'Harmattan. Oui, c'est plutôt Célide, une maison d'édition italienne, mais c'est distribué par l'Harmattan au Sénégal, tout simplement. Donc, et c'était très important de prendre, parce que pour moi, c'est déjà l'immigration, c'est déjà une patrimoine. Parce que le Sénégal regorge de personnes qui sont partis. Et je crois personnellement, et ça c'est ma profonde conviction, je pense que le développement du pays ne peut pas se faire sans la diaspora sénégalaise. Parce que c'est une partie de la population qui est très nombreuse, qui est partie et qui a appris, qui connaît énormément de choses. Mais ces choses-là, on doit les capitaliser, on doit les faire revenir au pays. Et c'est comme ça pratiquement que ils ont juste besoin, en tout cas, nos frères et sœurs, nos parents qui sont là-bas, d'une once de confiance qu'ils peuvent placer en nous, qui sommes restés ici. Est-ce que si je viens, est-ce que si j'envoie l'argent que j'ai pu ramasser, c'est très peu parce que j'ai travaillé quand même des années comme une bête de somme. Si j'amène, par exemple, j'envoie de l'argent pour construire une maison, on me dit oui, on te montre des chantiers à gauche, à droite, alors qu'il n'en est rien. Ils ont déjà fait la bamboula avec cet argent-là. Ça ne réconforte pas, justement, ces gens qui sont là-bas. Plus, si c'est tes propres parents qui font les mêmes choses, ou tes amis, ou que sais-je, quelqu'un de proche de toi, ou même ta banque, ou quelqu'un en qui tu as confiance, qui trahit cette confiance-là, alors que tu as donné tout ce que tu avais, toute la sueur, à la sueur de ton front,
coach, ça devient compliqué pour que ces gens-là de la diaspora avec toi. Arrivent et disent, tiens, on va repartir à zéro. Parce que ce qu'ils ont gagné là-bas, il est souvent quasi impossible d'avoir cet argent-là, cette fortune-là chez eux. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai que ça ne réconforte pas et ça n'encourage pas. Évidemment, absolument vrai. Il est évident que la plupart de nos compatriotes ont déjà subi quand même, je parle même pas d'arnaque, mais des affronts qui sont tellement fortes qu'ils se sont découragés. Mais je pense que ça fait partie de leur vie. Parce que l'autre élément aussi, c'est que nous sommes aussi responsables de ce que nous arrivons. Il faut comprendre que, et ça c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément de leur faute, parce que les gens veulent devenir entrepreneurs, veulent entreprendre, alors que sans savoir que c'est un processus. L'entrepreneuriat, c'est un processus. Et le processus entrepreneurial, c'est déjà un processus émergent. Et le point de départ de ce processus-là, ce ne sont pas les idées, ce ne sont pas les moyens, c'est d'abord l'entrepreneur lui-même. C'est sa capacité, c'est sa personnalité, c'est son attitude mentale productive, et c'est tout ça. Et tous ces éléments réussis. Mais investir ne veut pas tout simplement dire donner de l'argent à un parent. Et ça, c'est un premier problème. C'est-à-dire on a toujours pensé, et ça, on le fait parce que dans notre société, le groupe est plus important que l'individu. Dans notre société, la famille est très importante. À telle enseigne que quand on veut faire quelque chose, on veut toujours y associer la famille. Et c'est ça qui fait justement les faillites. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le bon choix. Ça peut être un bon choix, hein. Parfois tu peux le faire. Mais ça, on parlait tout à l'heure de cette rééducation, de ce coaching mental pour nous sortir un peu de ce carcan-là. Il est temps aussi qu'on fasse la même étude, disons le même effort mental pour sortir ceci, pouvoir faire la dissociation, justement, famille, business. Non, c'est deux choses différentes. Hein? Mais justement, à trop les associer, c'est pour ça qu'il y a souvent beaucoup de sociétés qui ne prennent pas, la mayonnaise ne prend pas, ou c'est très difficile. Si on arrive à faire cette dissociation-là, parce que ce qui tue le Sénégalais, c'est les quand dira-t-on. Et ça ne fait pas évoluer le business. Il y a un grand investisseur qu'on appelle Warren Buffett et qui disait que si tu veux investir quelque part, ou si tu veux choisir un collaborateur, un associé, n'importe lequel, il y a 3 critères, 3 principes. Le premier, il faut qu'elle soit une personne intelligente qui apporte quelque chose. Pas uniquement parce que c'est mon frère ou ma soeur ou un ami. L'intelligence est très importante. La compétence, je peux dire. Le deuxième critère, il faut que cette personne soit enthousiaste, une personne qui ne compte pas les heures, qui va venir travailler. Et le troisième principe, il dit que cette personne doit être intègre. L'intégrité est là. C'est là où le bas blesse. Voilà, parce que si tu trouves une personne qui est intelligente, qui est enthousiaste et qui n'est pas intègre, malheureusement, elle va t'assassiner, ça c'est sûr. Parce que l'intelligence machiavélique pour pouvoir... oula C'est évident. Et puis le problème que tu viens de soulever, c'est un problème effectivement qui existe. Il y a énormément de nos compatriotes sénégalais qui ont investi et ça n'a pas réussi. Parce qu'ils n'ont pas pris en compte qu'il y a des principes de base du système, du projet entrepreneurial. J'ai dit tout à l'heure que c'est un processus qui est émergent. C'est-à-dire que ça prend du temps. Ça ne veut pas dire qu'en 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas pouvoir réaliser des choses. Si tu investis en pensant qu'en 1 an, 2 ans, tu vas pouvoir gagner de l'argent, alors n'investis pas, parce que ça, ce n'est pas de l'entrepreneuriat. La deuxième chose qui est importante, c'est que c'est un processus qui est intrinsèquement social. C'est-à-dire qu'un entrepreneur ne peut pas réussir tout seul. Malheureusement, nous avons un grand problème. Nous ne savons pas travailler ensemble. On peut vivre ensemble, on peut faire la fête ensemble, on peut même dormir dans une même chambre ensemble. Mais quand il s'agit de faire des projets, dans le collectif, on a énormément de problèmes. Il faudrait qu'on apprenne déjà à créer des choses ensemble, à travailler main dans la main, c'est-à-dire à essayer de ce qu'on appelle la création de richesses en groupe et en communauté. Ça, c'est hyper important. Nous, déjà, on a essayé de réussir ça, de faire ça, en mettant en place un réseau qu'on appelle le réseau Ndari. Ndari, ça veut dire Wiri Wiri Diari Ndari. Et on a créé ce groupe qui regroupe des expatriés, des Sénégalais qui étaient partis, qui sont rentrés, mais aussi des Sénégalais qui sont là-bas et qui ont le projet de retour. Ça, c'est très important. Parce que nous voulons créer ce link-là entre les gens qui étaient partis, qui sont revenus, et ceux qui ne sont pas encore revenus et qui ont le projet de retour. Parce que là, ça permet de créer un cadre
qui nous permet de devenir ce qu'on appelle des acteurs significatifs de développement, c'est-à-dire avoir ce pouvoir d'agir qui va nous permettre d'échanger et de dire on peut faire ça ensemble, mais ça, on ne peut pas le faire. Parce que certains, personnellement, j'ai commis des erreurs. Il y a des choses que j'ai déjà faites en rentrant. Si c'était à refaire, je ne les referais pas. C'est une expérience que j'ai apprise, mais je dois en faire bénéficier à d'autres. Donc, en échangeant avec eux, là, on peut créer un cadre et essayer de... Ça ne nous empêche pas de faire du business personnel. Mais si tu veux faire un projet entrepreneurial durable et productif, il va apprendre à faire dans le collectif. Ça, c'est hyper important. Que vous soyez 2 ou 3 ou 4 personnes, c'est important parce qu'on est plus intelligent ensemble que tout seul. On est plus intelligent ensemble que tout seul. J'ai été beaucoup plus intelligente cet après-midi à rester avec toi.